Donc Marie-Pierre, j'interviens pour Film Geek, donc filmgeek.fr, donc un blog ciné effectivement, comme mes confrères. Donc une fois de plus, vous me présentez Kaamelott, une toute nouvelle saison. Vous êtes encore le pivot, vous écrivez, vous réalisez, vous écrivez des musiques, vous jouez, vous faites tout. Oui. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est que du plaisir? Ou est-ce que c'est pour vous essentiel effectivement d'intervenir sur tous les plans dans cette série? Je vous offre le micro. Alors, est-ce que c'est essentiel? Oui. Oui, j'ai toujours fait ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais quand j'étais petit et moins petit, je composais de la musique beaucoup chez moi. Et j'ai toujours eu le goût de fabriquer mes trucs tout seul. Il est évident que tout seul dans le monde de la télé ou du cinéma, c'est tout à fait relatif. Avec 60 personnes, on n'est pas tout seul, mais je tiens quand même à garder une patte extrêmement personnelle des choses, quitte à me planter sur certaines choses, mais je veux que ce soit le truc comme je l'ai pensé et que l'équipe après s'organise pour fabriquer cette chose-là. Mais c'est vrai que je garde les postes qui ont des aspects musicaux, notamment le montage. Je tiens énormément au montage, parce que ça ne me viendrait pas à l'idée d'organiser, d'écrire une scène, de la faire jouer, de jouer avec les gens, de la mettre en scène, etc., et puis de larguer ça à quelqu'un qui va le monter à sa sauce. Non, évidemment, c'est un tout. Je vais monter ce qu'on vient de tourner, je vais écrire la musique qui va sur ce qu'on vient de tourner et ce que je viens de monter, et tout ça, c'est un tout. J'allais dire que dans ma tête, j'ai pas l'impression de faire tout. Je fais mon métier. Mon métier, c'est ça. C'est cette globalité-là. Merci. Oui. Il y a du gag. Bonjour. Rudy Gossin, rudy.gossin.fr, grandcentrant.fr. Moi, je vous ai vu dans Suck My Geek. Je sais que vous êtes un grand geek. Je vois les références dans les précédents livres. Il y en aura toujours autant. On va toujours autant retrouver comme on en avait dans les précédents. Alors, le truc depuis Suck My Geek, le truc c'est que je suis devenu un peu le porte-drapeau des geeks en France, pour mon plus grand plaisir. Il y a un petit truc quand même qu'il faut bien comprendre, c'est que les geeks ne sont plus une ethnie à défendre maintenant. À une époque, les jeux de rôle, c'était un truc de drogués qui faisaient des trucs bizarres avec des maîtres de jeu et des mecs qui se suicidaient. Maintenant, donc là, à l'époque, oui, effectivement, il fallait qu'il y en ait qui montent un peu au créneau pour dire, mais non, c'est une belle culture, le jeu de rôle, c'est une belle culture, Spider-Man, c'est une belle culture, Goldorak aussi. Maintenant, ces types-là sont au centre des cibles des plus grands studios du monde entier. Les films qui coûtent le plus cher maintenant, ça leur est directement destiné. Donc, il n'y a plus rien à défendre du point de vue du geek, j'allais dire. Peut-être même passer à la suite, j'en sais rien. En revanche, j'ai une certaine culture geek, pas que, mais aussi. Et je suis hyper fier de ce que j'aime et de ce que j'ai aimé. Et je préfère dire que j'aime Star Wars plutôt que d'aller faire croire que j'aime Godard. J'ai vraiment du mal à aimer Godard, même si je me force, même si je regarde. On est un mashup. Ouais. Godard dans Star Wars. Exactement. Mais si c'est Godard dans Star Wars, Ça pourrait être sympa. Un en épisode. Palpatine, je pense qu'il aurait défoncé. Mais bon. Voilà, donc non, je suis fier d'aimer ça, je le revendique à qui veut bien l'entendre, mais je ne veux pas me porter en défenseur de quoi que ce soit, parce que je crois qu'il n'y a plus rien à défendre. Quoi. Non, mais pas défenseur, mais savoir s'il y a encore des références. Alors pour les références, il y en a qui sont involontaires, d'autres qui sont volontaires, mais de toute façon, ne serait-ce que de faire une trilogie au cinéma, en tout cas de prévoir d'en faire une référence automatique, le méchant de Kaamelott, la figure noire par excellence, c'est vrai elle est peut-être inspirée par Star Wars. Star Wars a été inspiré par l'opéra italien. Enfin, je veux dire, c'est un monde où il faut des vrais méchants et des vrais gentils. En tout cas, le monde des geeks, c'est un monde où les icônes sont magiques. Elles ne sont pas psychologiques. Et ça me reste, à mon avis, une marque de fabrique, sûrement. Mais même si je peux me permettre, ne serait-ce que le livre aussi c'est un préquel, donc même si ça avait été décidé un peu... non, ça n'a pas été décidé, je pense pas n'importe quoi. Non, le fait que ce soit un préquel, il y a une
parenté avec Star Wars quand même, d'aller chercher dans le passé des personnages, de ces personnages qu'on connaît, dans la situation qu'on connaît, aller voir d'où ils viennent, et notamment d'où vient Arthur, de quel monde vient Arthur. Ça, c'était... il y a une petite référence à Star Wars là-dedans. Je veux dire... Alors bon, pardon. Moi, je vais rebondir là-dessus, en fait, puisque j'avais une question sur la menace fantôme, qui me faisait penser à la menace fantôme. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de raconter la jeunesse d'Arthur maintenant, et si vous n'aviez pas peur de frustrer le public, qui était quand même resté à la fin du livre 5 sur un espèce de gros cliffhanger. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de raconter la jeunesse d'Arthur maintenant ? Justement, à cause du cliffhanger de la 5. C'est-à-dire que pour moi, j'allais dire l'envie d'auteur la plus nette, après un type qui reste à demi-mort dans une baignoire parce qu'il s'est donné la mort lui-même, c'était de raconter pourquoi, et pas après. Qu'est-ce qui amène ce type-là à se désespérer ? Qu'est-ce qui a amené ce type-là à se décourager ? D'où vient-il pour que le poids de ses responsabilités finisse par le décourager complètement ? Je pense que c'était pile le moment où raconter la jeunesse d'Arthur, justement parce qu'il était arrivé au bout de quelque chose, qu'il avait posé les sacs et qu'il a dit j'arrête la quête plus grave, j'arrête cette mission sacrée, j'arrête tout, j'ai essayé du mieux que j'ai pu, mais... Et du coup, quand on apprend a posteriori que sa position à la tête de la Bretagne est le fruit d'une manigance du pouvoir romain qui le met en place contre son gré, et qui l'utilise, quand on sait que c'est un pouvoir qu'on lui a imposé et qu'il n'a pas pris, je pense que ça change la saison 5 du coup. On la regarde d'une autre manière. Donc, sachant que la saison 6, on est d'accord, je ne sais pas si vous le savez tous, elle est faite de 9 épisodes, 8 qui concernent le passé, le 9e, lui qui reprend là où le suicide s'était arrêté. C'est-à-dire le 9e épisode est juste là pour faire le pont entre la saison 5 et le film. Voilà. Allez-y. Moi, je voulais parler des films parce que ça me paraît important. C'est un saut énorme de passer d'une série télé certes culte au cinéma. Et est-ce que tu n'as pas peur qu'une trilogie soit lourde avec des moments, je dirais, de creux à des centres, dans le numéro 2 par exemple, ou est-ce que vraiment tu as déjà la trame complète de ce que sera la trilogie? Alors la trilogie, elle s'articule en 3 volets très distincts dans l'histoire que j'ai racontée. J'avais bien précisé que donc, la trilogie n'est pas, je pense que vous le savez, un dérivé de la série, mais la suite de l'histoire. Et j'allais dire la suite et fin. Donc les 3 volets en fait sont justifiés parce que ce sont 3 époques très très différentes, avec de longues ellipses entre chaque film, et qui sont vraiment marquées chacun par 3 événements très bien majeurs, et 3 périodes de Kaamelott qui sont vraiment très différentes. Après, l'articulation de ce que j'ai raconté, je pourrais le faire en un film, je pourrais le faire en 6, je pourrais le faire en... peu importe, après c'est le niveau de détail qui change, c'est le niveau de réalisation et le nombre de choses à raconter autour d'une trame principale. Mais la trame principale pourrait être en un film, voilà. Je pense que quand on a développé un héros pendant presque 40 heures, de la saison 1 à la 6, c'est difficile de tout boucler en 2. Simplement avec un film, j'ai vraiment besoin de cette mécanique-là, effectivement, que j'ai connue avec Star Wars, qui est 2 heures d'un grand événement, puis une pause, le temps de faire le second, donc une vraie pause. J'allais dire le temps d'attente est presque aussi important que le film lui-même, parce qu'il achève l'histoire du premier, parce qu'il laisse reposer les choses, qu'il reprend les trucs plus tard. J'allais dire, dans Star Wars, on pourrait presque penser que le temps qu'il a attendu entre le 1 et le 2 et le 2 et le 3 sont presque le temps réel. Le gamin a plus grandi que d'un an ou deux, mais je veux dire, en gros, c'est bien que c'est bien d'attendre. C'est bien d'avoir à attendre et d'être surpris par ce qui arrive. Donc, c'est vraiment articulé pour 3 films. Maintenant, après, est-ce que je vais réussir? C'est autre chose. Je pense que c'est la meilleure formule, en tout cas. Voilà. Bon,
bonjour, alors Arnaud, je suis photographe et blogueur sur La vie est une fête. Alors là, c'est ma copine qui est super fan de vous et de la série qui devait être là, mais elle est bloquée au boulot, donc elle avait 1 milliard de questions à vous poser et puis on n'a retenu qu'une seule. Alors je rebondis justement, je me suis resté cohérent sur le film, sur la carrière cinématographique. Je n'existe pas, c'est pas grave. Mais vous aviez un projet avec Alain Delon qui a capoté. Qu'en est-il de projets? Enfin, je vais peut-être aller un peu plus loin sur des deux projets de cinéma un peu d'auteur, pas forcément la Godard, mais un cinéma un peu sérieux, sans tomber dans le trop sérieux. Alors, j'avais effectivement, c'était plus qu'un projet, puisqu'on était à 14 jours du tournage, donc c'était un projet bouclé, financé, tout le monde au garde à vous, équipe technique, etc. Il est arrivé un pépin sur ce film, effectivement, Alain Delon a refusé, enfin, il a quitté le projet 15 jours avant. Donc, évidemment, ce projet est au placard pour le moment. C'est un coup dur, effectivement, ça je ne le cacherai pas. Ce qui en résulte, c'est que ce film-là, pour le moment, est en attente de quelque chose, surtout d'une bonne idée à moi pour le relancer, parce que c'était tellement écrit sur mesure pour lui que parfois son absence se fait vraiment sentir. J'ai écrit en ce moment 2 autres films, Kaamelott volet 1 donc, et un film dont je ne peux pas trop vous parler aujourd'hui, mais qui est... je ne classe pas ce que je fabrique dans la catégorie rigolo ou pas. Je vais dire que c'est mon monde à moi. Et effectivement, le film avec Delon n'était pas sur une cuisse, mais pas non plus à chialer. En revanche, c'était une histoire qui se voulait plus évidemment contemporaine déjà, donc qui n'avait pas le prisme de l'époque pour rendre ça poétique ou élégant. En tout cas, c'est très, très proche de nous, très, très concret. Justement, vous n'avez pas peur de vous faire cataloguer par le milieu en tant que réalisateur de comédie historique C'est très facile en France de se faire cataloguer, justement. C'est très dangereux. Le projet que j'avais avec Delon faisait partie aussi de mes envies, au-delà de raconter cette histoire-là, mais de mes envies de montrer que non, c'est plus compliqué que ça, que les gens adorent on met dans les humoristes, c'est compliqué. C'est pour ça qu'au cinéma, chez les autres, je ne prends pas forcément le rôle comique. C'est pour ça que j'essaie de diversifier tout ça. Mais c'est naturel, parce que j'ai pas raconté que des choses drôles. La preuve, la saison 5 l'est beaucoup moins. Et ça fait partie d'un tout. Ne pas se faire cataloguer, ça dépend pas tellement de moi. Oui, je peux pas faire grand chose. Le film que je fais là en ce moment, qui n'est pas Kaamelott, je ne saurais pas dire. Oui, je pense qu'on en met. Je pense qu'on penserait que c'est une comédie, oui. Je crois que c'est catalogué dans une comédie. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres choses dedans, je trouve que c'est un peu réducteur, mais en même temps, il faut bien s'y retrouver. Je pense que c'est pas à moi de m'occuper du tri, en fait. Totalement, l'étiquette, c'est pas vous qui me la poserez, Exactement, c'est pas moi qui me la poserai. Et j'ai pas envie qu'on me la pose. En même temps, j'ai pas envie d'orienter ma carrière pour qu'on me la pose pas. Les deux n'iraient pas. Je vais faire ce que j'ai à faire et voir où ça nous mène. J'espère que c'est une belle chose, la comédie. C'est certainement un truc le plus dur à faire. Mais en France, on a la sale manie. Là, de plus en plus, les comédies n'ont rien le droit de raconter d'autre. Les comédies doivent être drôles et divertissantes. Je pense que comédie est un mot que j'adore. Divertissement est un mot que je déteste. Et c'est pas... Il y a quand même quelques contre-exemples qui arrivent, avec notamment aux États-Unis, les comédies un peu dramatiques, justement. Oui, mais aux États-Unis. Voilà. Mais comme on a toujours 10 ans de retard, on perd pas espoir. Ça dépend sur quel domaine. Des fois, on a 50. Mais... non, mais clairement, je parlais pas de... Non, mais de toute façon, allez, aux États-Unis, vous avez un mec comme Robin Williams. Il a commencé comme moi, là, avec un micro et de chemise, en stand-up pur. Et c'est un mec à qui on a offert tout le panorama des rôles hollywoodiens. Du plus sombre, au plus triste, au plus poétique, au plus éthéré, au plus drôle, On lui a tout offert. En France, on n'a pas ces réflexes-là. Un mec qui vient de la scène, machin, etc., à part quelques-uns qui ont réussi en biaisant à ce qu'on les respecte en tant que comédiens. D'ailleurs, aux États-Unis, ça s'appelle comédien, ça fait les deux. Donc, on fait un stand-up, c'est comédien. Ici, comédien et humoriste, c'est partagé. Moi, je vais faire gaffe à ce qu'on m'appelle pas humoriste. Ça, c'est sûr que je ferai très, très, très attention à ce qu'on m'appelle pas humoriste.
sur quelques exemples qui fonctionnaient. Jamel, ça a plus ou moins fonctionné. Jamel, même Danny Boone qui joue dans le Jeunet, etc. Oui, mais ce sont des gens qui ont eu du temps, ils sont quand même passés à 2 doigts de ne pouvoir faire qu'une sorte de rôle. Alors que ce sont d'excellents comédiens. D'excellents comédiens, tout point de vue, tout style confondu. Et ils peuvent préparer le terrain pour par exemple. Je pense que ça va de mieux en mieux en revanche. Mais il faut faire gaffe. Pas que tous les Américains. Ouais, exactement, super. Je veux bien. Donc vous me disiez tout à l'heure en tout début d'interview que vous aviez plaisir et puis cette nécessité de participer à tout dans l'élaboration de la série. On a parlé un peu du cinéma, vous avez aussi dernièrement dans quelques films. Est-ce que le fait d'être finalement juste, alors entre guillemets, je mets mon gros juste comédien, juste acteur dans le film, est-ce que c'est pas compliqué finalement pour vous? Est-ce que c'est pas frustrant? Est-ce que le fait d'être dirigé, de ne pas pouvoir être celui qui fait beaucoup de choix parce qu'il y a une exigence derrière d'un réalisateur, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui... C'est un autre plaisir peut-être, je sais pas. La difficulté, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire que moi, j'ai des problèmes à faire confiance, comme ça, j'ai toujours l'impression que, voilà, ça c'est un souci personnel. Donc quand j'arrive à faire confiance à quelqu'un, à me jeter dans son film, c'est très reposant, au contraire. Je m'assois sur ma chaise, j'attends qu'on m'appelle, puis j'y vais, je fais, puis je reviens m'asseoir sur ma chaise. C'est très bien. Alors, je ne cacherai pas que quand en fait, c'est pas si vrai que ça. Quand je rentre dans ma loge, je travaille sur autre chose. Généralement, j'écris, je continue. Mais non, c'est pas. J'arrive à prendre du plaisir là-dessus, parce que je le fais pas souvent aussi. C'est en ce sens-là où j'ai pas un comédien. C'est là que j'attends pas qu'on m'appelle pour manger. Sinon, il faut que je tourne beaucoup plus que ça pour en vivre. Donc, non, là, c'est parce qu'un réalisateur me propose un truc que j'aurais jamais fait tout seul, un monde à part, un truc à lui qui est loin du mien. J'essaie de privilégier les contre-emplois, justement, des trucs un peu plus durs, un peu plus sérieux, un peu plus... où on n'essaye pas de me refaire faire un Arthur, par exemple. Voilà, ça, j'essaye de me protéger de ça. Mais non, j'arrive à prendre du plaisir, à se lâcher prise. Ça va de mieux en mieux, en tout cas. Félicitations. C'est beaucoup. Ce sera la dernière question. Alors moi je voulais, pour conclure du coup, revenir vite fait à Kaamelott. Je voulais savoir, par rapport aux légendes arthuriennes, parce que je sais que vous avez bossé là-dessus, qu'il y a beaucoup de références. C'est 2 questions en une et elles sont pointues. La première, c'est de savoir si quand vous avez pensé au Père des Jumelles, vous pensiez au Roi Pêcheur. Et la deuxième, c'est de savoir si vous avez pensé pour la fin du dernier film au bouquin de Thomas Malory, La Mortée d'Arthur. Pour la fin du premier film? Du dernier film, en l'occurrence. Alors, pour le Roi Pêcheur, non, c'est pas une référence directe au Roi Pêcheur, parce que je bullshitais dans la 5. C'est vraiment le personnage du pêcheur. En revanche, c'est iconographique. Le pêcheur, c'est comme le charpentier, c'est marqué, mais c'est pas le Roi Pêcheur. On ne peut pas lui trouver un lien direct, en tout cas avec la matière de Bretagne, avec Arthur. Et puis pour la fin du dernier film, je ne sais pas si vous faites référence à la mort d'Arthur lui-même. Dans Les Mortées d'Arthur, en fait, il serait question qu'il ait un fils incestueux, Arthur. Il s'appelle Mordred et qu'il a eu avec... Enfin, il y a plusieurs légendes. Ils ne disent pas tout à fait la même chose. Enfin, il y en a une, que moi je retiens, qui est d'ailleurs un petit peu évoquée dans l'épisode 9 de la 6, là, où Arthur reçoit en rêve la visite de cette demi-sœur, qui jouait par Arnaud Grimbert. Oui, ce n'est pas un pan de la légende que j'ai laissé tomber, en tout cas. Ce fils incestueux qui pourrait... Voilà. Vous l'avez déjà trop dit. Non, c'est pas... Il y a des choses dans les légendes arthuriennes, que ce soit de Malory ou de Geoffroy de Monmouth ou de Chrétien de Troyes, que j'ai prises, d'autres que j'ai volontairement pas prises. Mais d'une manière générale, j'essaie de m'adresser à ce que les gens savent d'Arthur. Je ne prends pas des détails trop compliqués, je ne m'adresse pas aux universitaires. Je m'adresse
à ce que tout le monde en sait. Donc forcément, ce dont vous parlez, oui, c'est dans la conscience collective. Donc je pense que oui, je vais me servir de ça. D'accord. Encore quelques questions? Moi, j'avais Oui, Oui, non. c'est à vous de dire, vous savez déjà ce que vous en avez à me poser, parce que sinon on a fait juste une rapide, juste sur la suite. encore une ou deux, puis voilà. Je vais juste parler pour la suite. J'ai entendu parler d'une série sur la mafia lyonnaise, India. Ouais. Je veux savoir où ça en était. Alors, le mot mafia lyonnaise a été lâché beaucoup trop largement, parce que c'est pas du tout ça. Ah. Je suis lyonnais et j'ai été élevé, moi, en partie, dans la communauté italienne de Lyon, à Gerland, qui est le quartier des Italiens. Je ne suis pas italien moi-même, je suis né en France, mais par ma mère aussi. Mais on est descendant de la vague d'immigration des années 20 en France. Il n'y a pas spécialement de mafieux dans ma famille. Pas spécialement. Je ne vais pas dire non. Non, il y a des dérives certainement, mais c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a un truc de clair, c'est que je prépare une série sur la renaissance d'une pègre de quartier qui aurait été éteinte depuis des dizaines d'années, sous l'impulsion d'un mec qui aurait été joué par moi et qui reprenait contact comme ça avec l'enfant de sa famille. Une émission sur la mafia lyonnaise, non. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, mafia, c'est un mot qui ne sera jamais prononcé dans la série elle-même. C'est beaucoup plus évoqué que ça. Mais bon, voilà, certains mots. Il faut mettre un mot dessus. Voilà, mais ça n'est pas ça. C'est sur les Italiens en France, en tout cas. C'est sur ça se passe chez eux. Voilà, ça c'est sûr. Tant qu'on peut, moi je vais en profiter. Je sais pas si vous allez répondre à celle-là, mais je vais la poser quand même. Est-ce que le Graal est une jatte qui contient une carcasse de poulet? Je sais exactement ce qu'elle grave dans Camelot, et non, ça n'est pas une jatte qui contient une carcasse de poulet. Est-ce qu'il y aurait eu, avec l'histoire de la jatte qui contient une carcasse de poulet, un doute semé dans la tête de quelques téléspectateurs en se disant merde, ils sont passés à côté, ils vont me foutre à la cave? Est-ce que ça serait arrivé, ça? Peut-être.